Alors Abby, c'est le double inspiré d'Abby Warburg, donc cet historien de l'art né la deuxième moitié du XIXe siècle et qui s'est fait connaître pour notamment ses travaux sur les artistes du Quattrocento, entre autres choses. Et puis plein d'autres choses. Enfin, je suis pas historienne de l'art, hein, je ne vais pas retracer tout son parcours, mais disons que le Abby du roman qui a ce titre, c'est en fait une sorte on peut dire de condensation autour d'un moment de vie d'Abby Warburg, l'historien, qui est en fait le temps de sa crise, puisque à un âge déjà avancé, Abby Warburg en fait a fait juste à la sortie de la Première Guerre mondiale, il a fait une sorte de grosse décompensation psychotique, une crise psychique qui l'a complètement sorti voilà, des rails de la vie courante, qui l'a forcé à quitter sa famille. Il a été interné pendant plusieurs années, d'abord à Hambourg, puis passé par Iéna, et enfin, au bout de 3 ans, il arrive en Suisse, dans une clinique assez réputée à l'époque, donc la clinique Bellevue, à Kreuzlingen, qui est dirigée par un jeune psychiatre qui s'appelle Ludwig Binswanger, qui à l'époque comment dire, appartient à une famille un petit peu de psychiatres. Son frère, son cousin, son oncle, les Binswanger et son grand-père aussi sont psychiatres. Mais il est relativement jeune, il n'a pas encore écrit beaucoup, et en fait il va devenir un psychiatre assez fameux qui va beaucoup écrire. Mais tout ça pour dire que voilà, donc Abby Warburg et le Abby du livre arrive dans cette clinique en 1921, et là quelque chose va se passer. À la fois il va y avoir une relation qui va s'établir entre le patient et son psychiatre, ses soignants, son infirmière, ses gardiens, etc. Et puis progressivement, il va se déplacer, enfin la crise va un petit peu évoluer en fait, se transformer. Et alors pour ce qu'on en sait en tout cas, ce qui m'a été donné de voir, enfin les quelques documents en fait qui nous renseignent en fait sur cette période. Et notamment le document qui a été à la source de l'envie d'écrire ce livre, qui est en fait son dossier clinique, qui a été publié il y a quelques années, et qui nous permet, sur la poignée d'années comme ça, durant laquelle Abby Warburg a été interné à Bellevue, ça nous permet de parcourir des événements, des situations, et puis des états en fait du délire, puisque dans ce dossier clinique, on est instruit de tout un tas de détails, de tout un tas de cristallisations langagières, voilà, de préoccupations, d'angoisses en fait d'Abby Warburg, qui se portent sur un certain nombre de sujets, avec des motifs récurrents, avec des choses qui sont très surprenantes, des détails. Et la nature en fait de ce délire, à travers ce qu'on en perçoit, ce qui comme ça ressort de cette écriture du dossier clinique, qui est une écriture sur lui, puisque en gros ce sont les notes du psychiatre, des médecins, et aussi, alors c'est pas directement la note des infirmières, mais c'est aussi traversé par les notes que les infirmières prennent au quotidien. C'est un document qui est très brûlant, très beau, très émouvant, et qui m'a inspiré, à partir duquel a germé le désir d'écrire ce livre, et puis est né ce personnage, Abby, qui est une sorte de double de fiction d'Abby Warburg. Le dossier clinique, c'est une sorte de matrice, c'est une sorte presque de boussole du livre qui s'est fait ensuite roman, du roman qui en est né. En fait, c'est un document que j'ai beaucoup lu, beaucoup traversé, que j'ai mis en rapport aussi avec d'autres textes, avec les textes d'Abby Warburg, ses textes scientifiques, avec les textes de ses commentateurs, avec certains textes de ses contemporains, avec aussi des textes de la même époque, puisque finalement c'est un document aussi assez typique, d'une certaine façon, voilà, de pratiquer la psychiatrie à un moment donné. Et cette littérature clinique, elle est,
elle est passionnante, et elle a en soi un statut qui est assez, c'est des documents qui sont très intéressants en soi. Et la manière dont ensuite tout ça a donné lieu à une sorte de, comment dire, de progressive émulsion comme ça, est devenu, s'est déployé dans une forme romanesque. En fait, je crois que ce qui m'a touchée dans ce document, c'était tous les espèces de détails, les images, les productions d'esprit d'Abby Warburg qui sont complètement hors cadre, on va dire, qui émergent comme ça de façon très intempestive, et la façon dont elles ont servi de, comment dire, d'enclencheur, de déclencheur à des idées et à des envies en quelque sorte, les déployer, d'en faire des espèces de pousses à partir desquelles j'allais essayer, de façon assez rigoureuse malgré tout, puisque mon but n'était pas de rêvasser autour de ce document, c'était pas de le poétiser ou même de le romantiser, c'était vraiment d'essayer d'en déployer un certain nombre de motifs. Et je l'ai fait en partie, mais en un sens, voilà, c'est un document foisonnant, il est assez ramassé, hein, mais il est très dense, et finalement, la façon dont j'ai travaillé, c'était de mettre en circulation ces motifs et de voir comment progressivement ça commençait à tisser un récit, et ça commençait à tisser des hypothèses aussi. C'est-à-dire finalement, dans un travail vraiment d'écriture romanesque, poétique, je ne sais pas, mais il y a des hypothèses qui ont germé, des hypothèses qui ne sont pas des hypothèses scientifiques, qui sont pas, enfin j'ai pas de discours à produire sur Abby Warburg, sur sa pensée, etc. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre d'intuition qui s'est progressivement, qui a décanté et qui m'a permis de développer et de faire comme des espèces de zoom sur des aspects, comme des espèces d'ouvrir des fenêtres sur des thèmes, des motifs comme par exemple la question de l'électricité qui traverse à la fois la crise et les angoisses d'Abby Warburg, et puis qui traverse aussi sa pensée, qui traverse aussi l'époque, ou voilà, d'autres choses, et puis aussi des préoccupations qui sont dans le délire, mais qui n'ont rien de fou, comme la peur de l'antisémitisme, enfin, des choses qui sont très ancrées dans le réel. Et de toute façon, la crise d'Abby Warburg a été déclenchée par une situation mondiale, politique, réelle, et on ne peut plus, concrète. Et c'est la guerre en fait, la Première Guerre mondiale, qui l'a plongé dans une sorte d'état d'angoisse insurmontable, qu'il a jeté, qu'il a fait basculer dans un délire en fait. Donc voilà comment le livre s'est petit à petit tissé. Le livre est effectivement découpé en chapitres, et chaque chapitre a une entrée, comme un mot qui ouvre le chapitre. C'est un titre peut-être, mais c'est aussi une sorte d'entrée. À la fois, le chapitrage suit quand même une sorte d'ordre chronologique, on suit quand même Abby dans les différentes étapes de sa crise, et en même temps, il y a des incursions, des chapitres parfois qui font des vraies digressions sur des sujets, on peut dire, connexes, ou que je mets en rapport. En fait, j'ai eu envie que chaque chapitre soit une sorte de petite entité, de petite bulle comme ça. Évidemment, il n'y a pas de recherche d'exhaustivité dans ce livre, il n'y a pas de recherche même de vérité, mais c'est plutôt une sorte de constellation autour desquelles s'organisent les hypothèses. Et puis il y a aussi évidemment plein de renvois, de systèmes d'écho d'un chapitre à l'autre. Et la façon dont les entrées en fait, de chacun de ces chapitres sont liées à des thèmes qui souvent trouvent un écho, à la fois qui sont présents dans le délire d'Abby Warburg, enfin d'Abby, et qui trouvent aussi un écho dans sa pensée, puisqu'en fait les deux sont extrêmement reliés. Enfin, on ne peut pas dissocier la crise de Warburg de sa pensée et inversement, bien que longtemps cette crise
a été un petit peu, on va dire, éludé, tenu à l'écart, pas vraiment considéré comme, considéré comme anecdotique en fait, du point de vue vraiment de son histoire. Enfin, relégué en fait, oui, au rang d'anecdote. Et finalement, on se rend compte que ce moment et la crise est traversée évidemment par la pensée. Bon, c'est un homme qui a déjà 52 ans, qui a déjà tout un travail derrière lui et qui en fait vit dans son corps, dans son esprit, est traversé par des obsessions qui sont le cœur même de sa pensée. Et puis aussi, cette crise lui donne voilà, une sorte de retour réflexif incarné sur sa propre pensée, lui permet aussi probablement de la... progressivement, hein, ça se fait pas tout de suite, au départ il est complètement empêché, il est complètement comme court-circuité, il n'arrive plus à articuler une pensée rationnelle, mais progressivement il va récupérer sa force de pensée, et puis il va en quelque sorte trouver des sortes de résolutions, des sortes de réponses ou de nouvelles hypothèses à apporter à sa pensée. Et c'est cette espèce de passage en fait, moi, qui m'ont intéressée, que j'ai voulu aussi matérialiser à travers des thèmes, des entrées qui structurent le livre. Alors, je vais donner un exemple tout simple, mais il s'est beaucoup intéressé à l'image de la nymphe dans la peinture italienne de la Renaissance, une certaine typologie de figure de la jeune femme avançant d'un pas léger avec la robe qui est drapée et qui vole un petit peu au vent, la chevelure qui vole au vent. Enfin, il s'est intéressé à cette figure-là, à ce motif-là, en le resituant dans son héritage antique. Voilà, la figure de la Ménade, etc. Il s'est intéressé à cette figure-là. Et en même temps, il va dans son délire être en communication avec, par exemple, les petits papillons nus, les phalènes qui volaient la nuit dans sa chambre. C'est une image un petit peu connue comme ça d'Abby Warburg qui parle en fait à ces petites... c'est pas des insectes, mais voilà, des petites phalènes qui dansent autour des lumières, et il les appelle ses petites âmes, etc. Et tout d'un coup, il y a quelque chose, une espèce de transition, de passage qui se fait entre le réel quotidien, le petit insecte, le détail qui vient volter autour de lui, et puis tout ce motif de la nymphe qu'il travaille dans ses articles précédents. Et à un moment où il est en métamorphose et où il est... enfin voilà, c'est voilà un exemple, mais il y en a de nombreux, c'est difficile de les décrire, puisque finalement le texte essaye de les tisser ensemble dans le langage, mais encore une fois, c'est comme une sorte de chorégraphie des signes, mais c'est pas vraiment des hypothèses, arrêtées, strictes et certaines. Ce sont juste on peut dire que c'est des images poétiques. Et je pense que la façon dont Abby Warburg est dans sa crise, il est traversé par des images poétiques au sens fort. Il est traversé par ces images, elle reflue comme ça sur lui, et il est habité par tout ça. Il est lui-même, il a une époque particulière, d'intensité incroyable, d'intensité à tous les niveaux, au niveau de l'histoire de l'art, l'histoire de la pensée, la psychanalyse, effectivement. Lui-même, dans son approche de l'histoire de l'art, il invente une sorte de nouvelle science, une science sans nom, qui est au croisement de l'anthropologie, aussi de la psychanalyse, de l'histoire de l'art, évidemment. Et effectivement, il devient, dans le cadre de sa crise, l'objet d'études d'autres penseurs équivalents, on peut dire, de ses pairs. C'est ça qui me frappe aussi dans cette époque, c'est la multiplicité comme ça des passages et finalement, on est par exemple à Bellevue, c'est une clinique qui reçoit plutôt des... C'est une clinique assez huppée, on peut dire, comme ça, et elle reçoit beaucoup d'artistes, beaucoup d'intellectuels. Il va croiser la route de Nijinsky, par exemple, bon, ça c'est assez connu. Mais, et il va être en effet l'objet d'études,
de Ludwig Binswanger, qui est en train de mettre au point aussi sa propre théorie psychologique, etc., qui lui-même est un proche de Freud. Freud s'intéresse au cas Warburg. Je ne crois pas qu'ils se soient jamais rencontrés, mais il y a évidemment une espèce de... C'est incroyable de penser que dans un certain nombre d'années, des grands intellectuels, des grands artistes étaient aussi les cobayes d'autres grands intellectuels. Et donc il y a une sorte comme ça de milieu très, très intriqué. Et puis, je ne sais pas, par exemple, Warburg à un moment donné a envisagé d'abandonner l'histoire de l'art et d'entreprendre des études de médecine. Je parle aussi dans le livre d'un autre psychiatre qui s'appelle Hans Prinzhorn, qui lui a fait un peu le chemin inverse, qui était plutôt, qui était aussi quelqu'un qui était psychiatre, mais qui était très intéressé par l'art, etc. Et il y a sans cesse comme ça des passages, et qui aussi va avoir des pathologies, des problèmes notamment de difficulté à parler progressivement. Enfin, il y a une sorte de grand mélange comme ça qui est assez fascinant. Et la façon dont j'ai travaillé, c'était de montrer en fait ces espèces de... En fait, la manière dont les catégories n'arrêtent pas de se métamorphoser les disciplines s'inventent, les catégories se brisent. C'est quelque chose qui est très présent dans l'approche de Warburg aussi, de casser les catégories strictes et d'inventer une façon différente en fait de séquencer ces objets d'étude. Finalement, le livre aussi, en un sens que j'ai voulu faire à partir de ça, il est un petit peu, peut-être aussi un petit peu hors cadre aussi. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est un essai parfois comment dire, modestement? Est-ce que c'est de temps en temps un texte qui toucherait à la poésie? Je sais pas, enfin il y a une sorte comme ça d'objet multifacettes qui... Et je pense en fait cette forme-là s'est imposée parce que l'époque est de cet ordre. C'est aussi une époque qui a vécu un trauma très fort, qui sort d'une guerre, d'une violence terrible, et qui est complètement, qui a pris cette onde de choc très 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 violemment, et qui est bouleversée en fait dans ses définitions, et qui cherche des issues par tous les moyens. Ça a été un travail de recherche, parce que finalement, même si c'est un roman, même si c'est de la fiction, j'avais vraiment à cœur d'être rigoureuse dans le travail. Enfin, c'était pas une exigence extérieure, c'était vraiment, il n'y avait pas de projet de livre sans... en fait, l'inspiration précise devait vraiment émerger du rapport à des sources, quoi. Même si après... ça donne lieu à des milliers de notes qui sont oubliées dans la seconde, et à un moment donné on finit par les retrouver, ça décante. Enfin, il y a tout un processus, disons, de recherche qui n'est pas, qui est assez, encore une fois, assez intuitive, assez, guidé par un désir, par une curiosité, plus que en tout cas qui se fait hors cadre, comment dire, évidemment académique ou autre. Donc ça a été bien sûr un vrai temps d'assimilation de toute cette matière. Et puis ensuite, il y a eu le temps de l'écriture. Alors, en réalité, bien sûr, il y a eu des allers-retours, il a fallu que je revienne aux sources, que je les retraverse différemment, que j'aille travailler sur d'autres sujets qui me semblaient importants et que j'avais pas forcément pris en compte dès le départ. Donc ça a été, on va dire, des masses de documents, des temps d'écriture assez longs. Ça m'a pris 4 ans à peu près. Oui, ça doit être ça, peut-être un peu, avec des temps aussi de pause, parce qu'il y avait besoin aussi de s'écarter, et du texte et des sources. Il y avait besoin d'oublier, il y avait besoin de quitter aussi vraiment la fabrique pour s'oxygéner l'esprit. Donc oui, ça a été un travail, et puis c'était le premier travail de ce type pour moi. D'habitude je travaille différemment, j'écris plutôt de la poésie, et c'est des processus qui sont sensiblement différents dans l'écriture. Mais en même temps, je dirais que c'était un livre il y avait une sorte de ligne que j'ai jamais quittée, c'est-à-dire que vraiment c'était une compagnie suivie pendant ces années.
Abby Warburg était là avec moi, enfin en tout cas disons Abby pour être plus honnête, était là avec moi du début jusqu'à la fin, et j'ai jamais quitté cette présence et ce désir aussi, ce bonheur en fait de travailler dans cette compagnie avec cette figure et l'espèce d'amitié que j'ai développée pour ce personnage. Et donc pour moi il y a quand même un sentiment, quelque chose d'assez compact, d'un temps de travail qui s'est bien installé dans le temps, c'est quand même assez long, mais qui a un temps avec un début, une fin, et qui est assez tenu en fait dans la durée. Et puis après, là voilà, c'est fini. Je peux le dire, c'est fini. Et le livre existe, et ça aurait pu aussi ne pas, enfin je veux dire, ça aurait pu être, il y a beaucoup de pistes que j'ai écartées, et je les ai écartées parce que j'avais envie de produire une forme qui soit finie, qui soit une proposition, un objet, un corps. Voilà, Abby, il est là, et elle est, voilà, c'est un instantané de quelque chose. C'est pas un chantier infini. Voilà. C'est une crise qui trouve sa résolution. Alors probablement parce que le diagnostic de départ était faux. Il a été diagnostiqué dément précoce. En réalité c'est un diagnostic qui sera révisé. On est aussi à un moment de la psychiatrie où il y a des changements de paradigme, où tout d'un coup c'est Kraepelin qui introduit l'idée selon laquelle grosso modo il y a deux types de pathologies, celles dont on arrive à s'extraire et celles pour lesquelles il n'y a pas d'issue. Donc en gros, c'est tout le dilemme en fait du livre, c'est où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'on est du côté d'une pathologie qui va aller vers la destruction de la personnalité, ou est-ce que le personnage va parvenir à s'extraire du feu du délire et à qu'est-ce qui va se passer, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui se passe quand on sort d'une crise? Quelque chose s'est transformé. Et éventuellement, c'est aussi quelque chose d'un peu extraordinaire. Non seulement il y a le fait de se sauver, c'était de salut, quoi, dans le fait d'être de la guérison, non pas retrouver l'état d'origine, ce qui est impossible, mais en tout cas sortir de la douleur atroce, bien sûr, puisque c'est le cas, bien sûr. Abby Warburg traverse quelque chose d'affreux dans cette crise, mais sortir de ça, c'est aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Alors c'est vrai, oui, on peut dire c'est un happy end. C'est un happy end parce que Abby va retrouver sa famille, il va retrouver son activité de scientifique, de chercheur. Et puis c'est aussi un happy end parce que finalement, il va être très actif dans cette... Enfin, il va être... C'est évidemment toujours le cas, mais là on en a une sorte de preuve très belle, puisque à un moment donné de son internement à Bellevue, où il va commencer progressivement à se sentir un petit peu mieux, mais sans encore être complètement sorti d'affaire, il va proposer à son psychiatre, donc Ludwig Binswanger, de faire une conférence à Bellevue devant les soignants, devant les patients, et il décide avec son assistant qui s'appelle Fritz Sachs de faire une sorte on va dire de projection de photographies qu'il a prises quand il voyageait au Nouveau-Mexique vers les années 1895-1896, et il avait visité comme ça. Il était allé en fait à la rencontre des Indiens Hopis, et il avait pris des photos, il avait pris des notes, et il va construire une conférence en fait, une sorte on peut dire de performance à partir de ces images, et ce qu'il propose comme, c'est assez connu, mais comme contrat à son psychiatre, c'est en fait une sorte de moment un peu témoin, c'est-à-dire s'il est capable de faire ça, s'il est capable d'articuler sa pensée de façon logique autour d'un sujet qu'il a choisi, ça signifie qu'il va mieux, il est capable de s'en sortir, et donc logiquement il devrait pouvoir être libéré de cette situation qu'il subit bien sûr comme une injustice. Cet internement, il l'a pas choisi. Donc il va effectivement faire cette conférence, et ça va être un moment de parole très particulier où il va, à partir de notes improvisées, en fait à partir des images, une sorte de discours
et en fait, cette façon de faire ce travail comme ça à partir des images, quand il va effectivement sortir de Bellevue, donc ça va être un petit peu plus tard, mais on va dire une année plus tard, mais bien sûr la conférence a été vraiment clé dans le fait que Binswanger le laisse rentrer chez lui, à un moment où effectivement il va mieux. Et bien en fait cette méthode d'improvisation langagière autour d'images, qu'il assemble, qu'il met en rapport, ça va être quelque chose qu'il va reproduire et ça va donner lieu à la forme pour laquelle il est le plus célèbre, qui est l'Atlas Mnémosyne, qui est un dispositif en fait où il disposait en fait voilà, des photographies, des images très hétérogènes parfois, enfin à la fois relevant de l'histoire de l'art ou des images d'actualité, des coupures de journaux, qu'il mettait en rapport comme ça sur un drap noir, et des panneaux comme ça qui étaient disposés au fond de la salle de lecture de sa bibliothèque, donc c'est un grand espace, et il improvisait devant des spectateurs, des auditeurs, des conférences. Donc en fait il invente une façon pour lui de continuer à faire de la recherche, de déployer sa pensée, mais à travers une forme qui n'a plus rien à voir avec l'écriture d'articles académiques. Donc le happy end, il est aussi là, c'est-à-dire comment est-ce qu'à partir d'une situation dramatique, à la fois une guerre atroce, une crise qui va suivre cette guerre, voilà, 5 ans d'internement dans des conditions qui ne sont pas, on va dire, les plus atroces, mais qui sont quand même très douloureuses pour lui, où il est loin de ses proches, etc. Et comment, à l'issue de tout ça, sa pensée trouve des réponses qui sont très inventives, très passionnantes et qui lui permettent certainement de cristalliser tout ce qui était plus éparse comme ça dans toute sa production scientifique depuis très longtemps, mais lui donner une sorte de forme un peu synthèse, quoi. C'est loin et c'est proche à la fois. Entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Warburg meurt en 1929 d'une crise cardiaque, avant de connaître voilà, tout ce qu'on sait, et toutes ces angoisses finalement vont avoir été prémonitoires, puisque ensuite heureusement, ses frères arrivent à sauver ce qui peut l'être de sa bibliothèque. Donc il va y avoir une migration de toute sa bibliothèque extraordinaire qui va être acheminée jusqu'à Londres, où elle est toujours, à l'Institut Warburg à Londres, où on trouve aussi les archives. Donc quelque chose bien sûr est sauvé aussi de sa pensée, mais lui il est mort avant. Il y a aussi pour moi ce qui s'est joué dans l'écriture de ce livre, c'était d'écrire en s'inspirant de la vie d'Abby Warburg, mais depuis une distance conséquente, celle du temps, de la géographie. Je suis pas allemande, en plus je suis pas historienne de l'art, donc c'est une manière d'appliquer un filtre qui est très hétérogène aussi, et qui assume en fait une sorte de distance infranchissable. Mais ce qui me rapproche, ce qui m'a rapproché dans l'écriture de mon objet, c'est une attention aiguë au langage et aux détails, et aux motifs en fait du délire. Le point peut-être autour desquels en fait j'ai pu retraverser, sans être historienne, un moment de l'histoire, sans être historienne de l'art, un moment de l'histoire de l'art, sans être psychiatre et psychanalyste, un moment de la psychiatrie et de la psychanalyse. Donc j'ai l'impression que c'est l'espèce de médium, de ce qui m'a permis de traverser ces épaisses couches de temps et cette distance, ça a été ces détonateurs des motifs du délire, et qui ont été, comme je le disais au début, des éléments d'orientation dans cette espèce de foison indémêlable d'une époque, pour laquelle, je ne prétends absolument pas avoir de théorie sinon que j'ai suivi les petits cailloux qui étaient laissés sur le chemin du délire d'Abby pour les reparcourir.